Okidoki. Ah, The Grid, ouais. a digital frontier. Ah non. I tried to picture clusters of Voilà. information as they move through the computer. What did they look like? Je les vois pas dans. Ah voilà. Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I would never see. Hop. And then, one day, I got in. Et voilà. On est live. Alors, j'allais dire, j'espère que ça se passera mieux que la semaine passée, mais c'est pas possible que ça se passe moins bien. Donc voilà, épisode numéro 5, le futur de la nourriture. Euh, Moi, j'ai posté un truc. Matt, tu peux peut-être annoncer sur ton channel qu'on est live. Et donc voilà, on y est pour le cinquième numéro avec toujours nos joyeux compères Mathéouche et Pascal. Et on va parler aujourd'hui donc futur de la nourriture dans un cadre un peu plus classique en termes de future thinking, futurologie et autres. Et je vais notamment après une courte introduction faire une explication des scénarios. En fait, le schéma qu'on voit à l'écran, ce sont les 4 scénarios du Future of Food du Forum économique mondial, qui travaille avec des méthodes très classiques, en général avec le Boston Consulting Group, pour expliquer comment ça fonctionne et quel type de point d'attention on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit observer, et les risques ou les opportunités qu'on peut avoir. En fait, on en parlera un peu plus tard dans le déroulé. Alors, donc en gros. Donc la nourriture, gros challenge dans notre futur. Hein. En 2030, on sera déjà plus ou moins 8 milliards et demi, et ça a déjà commencé l'accélération a commencé à se tasser, mais le temps qu'on arrive à poser le plateau, on sera 10 milliards. Donc comment est-ce qu'on fait pour nourrir 8,5 milliards dans 10 ans? En sachant que les sols se meurent avec l'agriculture classique, que le pic de l'énergie a été passé et que donc on n'arrête pas de prolonger le point grâce à des améliorations technologiques qui sont pas forcément des bonnes nouvelles au niveau écologique, hein, comme le fracking, comme des choses comme ça. Et donc on peut potentiellement voir arriver d'autres innovations au niveau de l'énergie, comme les terres, des choses on ne sait pas très bien. Et donc, est-ce qu'on peut comment dirais-je, se baser là-dessus, se dire que les technologies vont permettre de compenser le problème, et si même elles peuvent le faire, est-ce qu'elles ont les moyens d'arriver là où elles veulent aller avec les ressources actuelles et le contexte actuel? Quid du changement climatique. On voit qu'il y a beaucoup de nourriture, notamment avec des saveurs particulièrement développées et des trucs qui donnent un peu du goût, qui sont fortement liés, qui sont des plantes assez fragiles au niveau du changement climatique. On voit qu'un monde peut parfois être moins globalisé. Les conséquences notamment du Covid-19 vont probablement voir une rétractation, une relocalisation et autres. Donc, quel impact ça peut avoir sur les systèmes alimentaires et que se passe-t-il en cas de crise lors d'une de ces transitions? La consommation de viande est un vrai problème. Il y a des alternatives qui arrivent. Je balance un peu
tous les points sur lesquels on va potentiellement passer aujourd'hui. Il y a les fameux perfect burgers. Est-ce que c'est une solution, pas une solution? Il y a le lab meat, hein, de la vraie viande fait sans animaux. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de la vraie viande? Enfin, voilà, mais voilà. Euh, c'est de plus en plus dur à avoir. La pêche est en déclin. Enfin bref, on voit qu'on a un système sous pression. Après, il y a des opportunités. Est-ce qu'elles sont bonnes à prendre ou pas, hein? Quid des insectes, quid des algues, quid de l'innovation dans les green chemicals, tu vois? Est-ce que la voie traditionnelle du pesticide et autres aurait ou non un avenir alternatif? J'y crois pas, hein, mais voilà. Des trucs, on nous parlait le futur de la nourriture, on imaginait quand on était petit qu'on boufferait les pilules. Bah en fait, est-ce qu'on va là-bas ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment une idée qui est complètement dépassée? euh, on mange pas des pilules aujourd'hui, mais il y a la fameuse initiative Soil and Green qui fait référence au film Le Soleil Vert. Et donc, c'est un gars qui cherche à mettre tout l'apport nutritif avec le moins d'énergie consommée possible. Donc, voilà, on voit que ça part dans tous les sens. Le futur de la nourriture, certains, et notamment Pascal, je pense, confirmera que c'est plutôt un retour au passé de la nourriture. D'autres voient des fermes verticales en hydroponie pour aller dans l'espace. Enfin, voilà. C'est un super vaste sujet. Et on essaiera, en dehors du fait de rebondir sur ces différentes facettes, de se plonger un peu sur les 4 scénarios proposés par le World Economic Forum, enfin le Forum économique mondial, et voir voilà si ça fait sens et comment ça réagit, quoi. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le chat? Encore. Raph, je te Oui. proposerais d'aller dans ton Twitch et de changer le titre de ton Twitch. Ah oui. Oui, parce que c'est immédiat. Il n'y a même pas le. Ah oui. Ouais, Ça c'est c'est embêtant. un Ouais. truc que tu avais mis la semaine passée à un moment et tu ne l'as pas changé. Et donc D'accord. là, si jamais quelqu'un voit apparaître, on ne sait absolument pas de quoi ça cause. D'accord. Prends 10 petites Effectivement. Mais c'est secondes. marrant, je l'ai changé plusieurs fois ce truc. Tu vois, c'est la, comment dirais-je, Et donc, on des peut. compromis. Pascal, tu peux. Bonjour à tous, moi c'est Mathéouche. Pascal, tu peux peut-être te représenter en quelques secondes et expliquer, prendre le lead un petit peu pendant que Raph. Alors, attends Pascal. Attends Pascal. Est-ce que Pascal était coupé, le son de Pascal était coupé au début? Parce que attends, je pense que voilà, tu vas devoir Ah, recommencer. Mais je crois. Attends. On va voir ce que dit le attends, chat. Lude. Parle un petit peu Pascal. Est-ce qu'on entend Pascal maintenant? Parce que comme il y a la latence, Ouais. Il faut attendre un peu. pas le Pas de son son depuis le depuis le début début. pour Pascal. Mhm. Euh, Attends. Toujours rien. Merde. Pascal, est-ce que Alors, tu sais peut-être te démuter?
Je vais le muter. Euh, Parce que moi, On j'ai t'entend ton très son bien. qui est très clair ici, quoi. Attends, attends. Non, Parce non, que moi, ça va, donc je sais pas. Est-ce que moi, on m'entend? Euh, non, 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 mais je parle des gens du chat. ouais. La fois passée, turn it on and off again et ça avait marché. Oui, c'est vrai, mais et là, t'entends qui? T'entends, t'entends Non, Mathéouche mais Ludivine, qui entends-tu? Mathéus, très clair. Donc et moi, je moi? suis là. Ok, bon, Alors, Mathé, Matéraf, nickel. ouais. Raphaël séducteur ici. Pourquoi? Parce que l'écran mauve ou ma tête du penseur de Rodin? Et audible. Bon, bah, c'est déjà un bon début. Euh, Décidément, il y a un karma technique qui n'est pas bon. Mais pour Rodin, t'es trop vêtu. Oui, c'est pas le, c'est pas le but. Ah, moi, je t'entends bien. Je ne te vois pas, mais je t'entends bien. Ah, si, je te vois. Euh, Oui, Est-ce oui. que tout le Est-ce que, monde est-ce que, entend est-ce que vous m'entendez? Pascal? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends nickel, hein, mais Pascal, Pascal, Je suis là. Pascal, Pascal. est-ce que oui? Ah, ben voilà, Ah, voilà. c'est parfait. Donc le Comme bon quoi, vieux reboot. voilà. Voilà, Donc je me représente. c'est fantastique. Donc moi c'est Pascal. Je suis entre autres à l'origine d'une association qui s'appelle Farming for Climate, dont le but c'est d'accélérer la transition agroécologique de l'agriculture en Belgique au travers de différents moyens, dont un c'est la séquestration de carbone et d'autres c'est recréer un lien entre le monde de l'industrie et l'agriculture. Et comme petite introduction sur justement l'alimentation, un des points clés et majeurs, c'est qu'aujourd'hui on est face à plusieurs crises. Donc il y a la crise climatique qui aura un rôle sur l'alimentation par rapport au réchauffement climatique sur les différentes espèces que l'on pourra cultiver sous nos latitudes, par exemple, ou aussi par exemple sur le rôle que peuvent jouer des arbres dans le tamponnement de la température pour réduire l'impact du réchauffement. Mais on a aussi un deuxième problème qui est la biodiversité et tout ce qui va toucher à la pollinisation et le rôle, on va dire, écosystémique que peuvent jouer les insectes, les bactéries et tout autre être vivant dans l'écosystème alimentaire. Et puis il y a le troisième, le plus important et le plus méconnu, qui est la qualité des sols, qui est en chute libre. Donc on est, on va dire, sous un chiffre qui vous dira peut-être pas grand-chose, mais on n'est pas loin d'1% de matière organique dans les sols, ce qui veut dire, et on devrait plutôt être autour de 4-5%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit compenser le manque de fertilité des sols par des produits phytosanitaires, principalement chimiques et d'origine du pétrole. Et donc, si on veut une approche plutôt résiliente de notre alimentation, on a un challenge devant nous qui est rétablir la fertilité des sols. Il y a un deuxième challenge par rapport au niveau de la Belgique, c'est qu'on est principalement à 20% d'autoconsommation. Ça veut dire qu'on ne produit que 20% de ce que l'on consomme. Donc on exporte beaucoup de choses aussi. Ça veut dire qu'on ne produit pas forcément ce que l'on consomme. Donc il y aura un changement à faire à ce niveau-là par rapport à la durabilité et la résilience. Et puis il y a un autre point, et là on voit ça avec le coronavirus, où on voit actuellement que le Kazakhstan est en train de fermer ses frontières à l'exportation de blé, la Russie va faire la même chose. On aura besoin de s'alimenter dans l'avenir beaucoup plus local, ce qui veut dire manger des Alors, produits plus locaux au niveau des choix, à mais aussi l'avenir, au niveau de la production. ou assez rapidement, parce que on voit par exemple que l'année passée, Bloomberg donc fait régulièrement, c'est des gens qui jouent aussi avec les scénarios, les futurs scénarios comme on dit, et chaque année ils font le Bloomberg Pessimistic Report. Et donc c'est un exercice de futurologie un peu pessimiste en disant tiens cette année qu'est-ce qui pourrait merder. Et l'année passée, ils avaient intitulé le titre de leur pessimistic report Global Food Shortage. Et donc, en gros, ils expliquaient que suite à une sécheresse anormale 2 années de suite,
les récoltes de blé, de riz s'étaient écroulées, que les pays exportateurs comme la Russie et les États-Unis, qui sont plutôt tenus par des populistes centrés sur eux-mêmes, avaient refusé dans le scénario de partager les greniers à grains et que ça avait créé un shortage complet. Aujourd'hui, on voit la crise du corona, on se rend bien compte que le gros marché global, c'est juste de l'entube et que quand c'est vraiment juste quand il y a du pognon à faire, mais dès qu'il c'est question d'être solidaire, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Et on s'accuse mutuellement, les Chinois, les Américains, tout le monde se pique des masques, enfin, voilà. On n'est pas tout à fait dans le spirit. Et donc, si demain il y avait un shortage, en fait, la Belgique n'est pas autonome au niveau alimentaire. Et donc, En fait, ouais, faut il y a un double problème. Il y a le fait d'être autonome, mais aussi l'hyperspécialisation des productions des pays. Donc les pays sont presque devenus des monocultures. On va avoir du cacao en Côte d'Ivoire, on va avoir du café dans des pays qui ne consomment pas du café eux-mêmes. Et donc la Belgique, c'est principalement de la pomme de terre, de la betterave et du blé qui sert principalement à nourrir le bioéthanol à Bio11. Et on va avoir du maïs pour l'alimentation animale. Donc, on pourrait produire suffisamment pour nous, mais le problème derrière, on pourrait bouffer c'est des qu'on ne patates produit. et des betteraves Voilà. jusqu'à plus. Voilà, donc on va manger du popcorn toute l'année, mais le problème c'est que le maïs que l'on cultive n'arrive pas à maturité non plus parce qu'on fait juste de l'ensilage. Et donc, comme on est arrivé dans un monde hyper spécialisé, si on ne collabore pas avec les autres pays et si des pays effectivement comme la Russie et d'autres décident d'arrêter d'exporter, on aura un vrai problème d'approvisionnement dans le sens d'une diversité d'approvisionnement et qu'en Belgique on produit plus de la nourriture pour les animaux que pour les hommes. Un autre exemple, c'est les céréales panifiables pour faire du pain. On ne produit que 10% de céréales panifiables, alors qu'on produit 6 fois plus de pommes de terre qu'on en consomme pour alimenter les usines Lutosa et McCain. Et on a, avec le coronavirus, un problème qui est encore plus pointu que ça. C'est comme on consomme moins de frites, parce que tous les McDonald's et Burger King de ce monde sont fermés, donc il y a on a surplanté des pommes de terre cette année, on aura trop de stock. Et aujourd'hui, les industriels de la pomme de terre essayent de casser les contrats avec les agriculteurs pour justement ne plus recevoir ces pommes de terre qu'ils ne pourront pas utiliser ou transformer. Et donc, on va crouler sous les pommes de terre en fin de saison. Et donc, une des solutions, ce serait évidemment de diversifier fortement, d'arriver sur des principes plus permaculturels, forêts comestibles, enfin tous les types d'agriculture, j'allais dire moderne, mais en tout cas biocentrique, on va dire, ou centré sur le rythme naturel. Mais est-ce qu'on a même la superficie, enfin, est-ce que les sols, tu vois, donc on va devoir trouver des techniques pour régénérer les sols plus rapidement enfin. A priori, c'est jouable sur la Belgique d'alimenter la Belgique avec les surfaces que l'on a à disposition. Faut les cultiver autrement. En fait, il faut les cultiver autrement d'un point de vue technique pour régénérer les sols, pour garantir de la résilience. Mais il faut cultiver surtout d'autres choses, des choses qui vont nous servir à nous localement. Et le troisième point, c'est qu'il faut baisser la consommation de viande, parce que la consommation de viande demande beaucoup de surface simplement pour nourrir les animaux eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on est en production industrielle animalière, ça veut dire qu'on importe du soja pour nourrir les animaux qui sont dans des bâtiments en Belgique. Et on a même eu une sorte de mini-crise il y a quelques semaines, mais ça a l'air de se soulager un petit peu maintenant. C'est comme pour le coronavirus, on consomme moins d'essence, ça veut dire qu'on met moins de bioéthanol dans l'essence. Donc on utilise moins de blé pour alimenter Bio11. Du coup, Bio11 produit moins de drèche, qui est un peu le résidu de production de blé dans le bioéthanol. Et cette drèche servait aux éleveurs pour alimenter les animaux. Mais comme ils en ont moins, ils doivent acheter du soja sur le marché international et les prix du soja ont explosé. Maintenant, ça revient à des niveaux un peu plus acceptables parce que les États-Unis ont décidé de fermer des abattoirs. Et donc, il y aura moins d'alimentation animale, soit ils vont les abattre, soit ils vont en élever moins. Mais donc, le prix du soja retourne un petit peu à la baisse, mais il est monté énormément parce qu'il faut alimenter ces animaux. Avec de la... À court terme, ce qu'on doit faire, c'est plus rouler en voiture. Oui, à ce moment-là, on aura plus de bioéthanol et on va consommer les stocks de blé. C'est pas. Oui, mais ce blé, il pourrait le manger directement aussi. Hein. Non, mais j'essaie de trouver une solution rapide, tu vois. Je crois que le bioéthanol, c'est 5 à 10% maximum qu'on peut mélanger ça avec l'essence classique.
Mais clairement, donc il y a clairement, et je sais toi que Pascal, c'est évidemment la partie que tu défends, c'est la partie naturelle ou en tout cas, je vais dire naturocentrique du food. Hein. C'est un retour à des terres de qualité, une agriculture diversifiée, régénératrice, équilibrée, enfin plein de choses. Néanmoins, quid de tout ce qui est les algues notamment, parce que tu vois, on a avec la Blue Economy, il y a des trucs assez spectaculaires de fabrication de biomasse qui peut servir à faire du biocarburant, mais aussi à faire des algues pour l'alimentation. Qu'est-ce que ça, c'est une solution potentielle. Il y a les insectes, je suis vraiment pas fan du concept, mais ça existe. Et allez, en plus après il y a insecte et insecte. Déjà le principe de consommer de l'insecte, je suis pas certain que moi ça me plairait. Mais consommer de l'insecte qui a été nourri aux farines animales dans des bacs en plastique, qui ont jamais vu seulement le bac en plastique et autres, je suis encore sûr que ça me plairait moins entre insecte et insecte. Mais ça reste une solution. Je veux dire, En fait, par rapport à ces deux points-là, les algues, donc on n'a pas beaucoup de côtes non plus près de nous. C'est quelque chose dont la promotion est très fortement faite dans l'économie bleue de Günther Pauli. Ce qui est intéressant derrière, c'est on va dire la production en volume, donc en épaisseur. Donc la mer est vraiment pas quelque chose de plat. On peut vraiment travailler sur beaucoup plus d'étages. Donc on peut avoir des éléments assez intéressants là-dedans. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se développer à ce niveau-là. Donc c'est aussi on va dire des êtres vivants qui utilisent la photosynthèse. Donc on peut avoir quelque chose au niveau des algues. C'est des aliments qui sont très très utilisés dans les pays asiatiques, énormément. Mais ici on n'est pas face à énormément de côtes, on n'est pas une île non plus. Donc ça peut avoir un certain sens, mais je pense que ça va rester assez mesuré. Quant aux insectes, c'est un élevage aussi, donc il faut les nourrir. Donc il faut leur ramener de la biomasse, de la matière organique pour qu'ils puissent se développer, que ce soit de la paille ou n'importe quel style de résidus ou animaux. Il y a des insectes qui se développent dans la bouse de vache, il y a pas mal de choses là-dessus. Donc il reste de toute façon le point de départ qui est produire de la matière organique qui va servir à alimenter quelque chose que tu élèves. Après, il y a des ratios, des rendements qui peuvent varier. L'élevage classique, c'est de 1 à 10. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent aller, mais c'est pas des éléments critiques ou nécessaires. On parle beaucoup des insectes pour la partie protéine, mais beaucoup de légumes produisent énormément de protéines. Et un animal ne synthétise pas lui-même une protéine. Il a besoin de l'avoir assimilée d'un élément végétal auparavant. Donc on peut très bien avoir ces aliments protéinés de manière tout à fait classique, et un des exemples clés c'est le petit pois qui sert aujourd'hui à faire la plupart des burgers végétaux. Donc on en extrait de la protéine pour faire des burgers végétaux. Donc c'est pas une nécessité en soi, ce sont des choix qui peuvent être aussi très culturels. Donc ça peut être, comme tu le dis, très compliqué pour des occidentaux d'appréhender l'alimentation d'insectes, comme ça peut être compliqué pour les asiatiques, peut-être les cuisses de grenouille ou d'autres choses. Donc il y a un élément culturel très très important qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Ce sont des opportunités. Après, la culture, ça change. Par exemple, et ça peut même aller très vite. Par exemple, le masque, chez nous, c'est quelque chose qui est relativement mal vu. Alors que les Asiatiques, ils nous prennent pour des barbares de ne pas l'utiliser. Et aujourd'hui, je pense que le port du masque, ça va être quelque chose qui va être culturellement l'entrée dans la culture occidentale du port du masque, c'est fait, tu vois, sur 2 mois de temps, quoi. Et je pense aussi qu'il y a toujours des choses différentes. Bon, sur les enfants, je vois mes enfants, ils ont déjà mangé des insectes, pour eux c'est comme des chips, parce qu'ils n'ont pas cette approche, cette appréhension. Mon fils qui a 4 ans, il va prendre une araignée en main, alors qu'au départ peut-être qu'on le faisait aussi, et puis plus tard on dit tiens, mais finalement on commence à prendre peur, on se fait des mythes et des images autour de ça. Donc il y en a certains qui vont y aller sans problème, d'autres ça va être plus compliqué. C'est pour ça que la plupart des produits à base d'insectes qui sont vendus en Europe sont plutôt des tapenades, c'est mélangé avec des pâtes et on va trouver 5 à 10% maximum d'insectes dedans. Et puis l'élevage n'est pas si évident que ça non plus, donc on n'a pas le NO ici en Europe, alors qu'en Asie c'est quelque chose qui est vraiment très très répandu. Si on va du côté Taïwan ou Hong Kong, on peut se prendre des belles brochettes avec des bons mix d'insectes. À Saint-Gilles, il y a un élevage, il me semble, non?
Oui. d'insectes qui se trouvent à côté de la place Bethlehem, d'un village partenaire. Ils ont tous les sous-sols. Moi, j'ai déjà goûté des criquets grillés. Franchement, c'est des chips. Et Lutosa, ils ont dit, mais sauf que c'est des chips nourrissantes, quoi. Moi, je trouve que ça va. Oui, alors en fait, des trucs qui sont plutôt les trucs gras et tout ça comme ça, mais je trouve que ouais, le criquet, franchement, tu fermes tes yeux, tu oublies que c'est un criquet, il passe. Ouais, Il faut vraiment voir ça comme un élevage dans un système de nouveau à la Günther Pauli, économie bleue, avec un cycle. Et là, on est en économie circulaire parce qu'on va récupérer un déchet, on va dire, alimentaire quelque part qui va pouvoir justement contribuer. Et donc, ça va rentrer dans un écosystème. Voilà, c'est ce qu'il faut trouver. C'est la même chose pour les champignons. Comme on a les champignons de Bruxelles qui vont récupérer des mares de café et tout, ça rentre dans un cycle. Ouais. Mais la majorité de ce qu'on va produire va de toute façon sortir des champs classiques. Ça ne changera pas énormément. Tous ces éléments se passeront plutôt à la marge, comme de l'élevage de poissons ou d'autres choses comme ça qui peuvent servir dans des modèles aquaponiques. Ça va rester quand même assez limité. La majorité de ce que l'on va manger va rester de la céréale produite en grande culture. Sans doute qu'on va baisser en betterave. Le maïs peut être remplacé par autre chose si on a moins d'animaux et augmenter en tout cas la partie maraîchère qui est assez déficiente en Belgique et aussi toute la partie fruits arboriculture. À part de la pomme et de la poire, principalement en Flandre, on est assez léger en tout ce qui est fruits. Alors, il y a Non, Luc qui dit, tiens, Carrefour n'est pas voilà. occupé à développer un burger d'insectes. Oui, je pense. En tout cas, je sais que toutes les entreprises de grande distribution s'intéressent un peu de près ou de loin au sujet des insectes. Et il y a des tapenades de criquets, justement, chez Carrefour. Oui, mais c'est au-delà euh, des insectes, c'est que tu vois que, enfin, même si c'est une tendance, mais tu vois que dans les grandes surfaces, les parties végétariennes, véganes, enfin tout substitue. Ben voilà, je pense que Pascal, tu diras certainement mieux que moi, mais pour ça, souvent, ils veulent pas être en retard. Si à un moment, si la viande devenait ou trop chère, ou il y avait des problèmes, en plus, depuis plus de 20 ans, on se prend des crises de la viande régulièrement, que ce soit la dioxine, la vache folle, enfin, c'est la même chose. Enfin, on se prend des crises tous les quelques années, et donc à chaque fois, il y a plus de gens qui mangent moins de viande. Ben, voilà. Donc c'est normal qu'ils aillent vers les Et insectes, moins de gens qui mangent plus de viande. c'est-à-dire. Mais t'as dit, il y a moins de gens qui mangent plus de viande. Ah oui, oui, c'est Je ça. dis, Oui, et j'ai plus de gens mélangé. qui mangent moins de viande. En fait, les supermarchés suivent un peu toutes les tendances, et il y en a énormément. Hein. Il y a plusieurs niveaux de végétarianisme ou de véganisme, toute une série de choses. Par contre, il y a encore un manque de prise de conscience de certains choix qui sont faits. Je vais prendre l'exemple simplement des produits laitiers. On ne peut pas séparer les produits laitiers on va dire de l'alimentation en viande, parce que pour qu'une vache donne du lait, il faut qu'il y ait un veau qui soit né et qui soit abattu aussi pour garder le lait pour faire des fromages et autre chose. Donc on ne peut pas séparer certains types de cultures. De même que j'avais une question assez intéressante d'un vegan qui disait prouve-moi qu'on a vraiment besoin d'animaux. En fait, les animaux font partie de tout un écosystème bactérien, toute une série de vitamines, principalement dans la série des vitamines B, ne seront produites que par des bactéries qui se trouvent à l'intérieur on va dire des animaux. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont rentrer dans la composition de l'alimentation. Ils font partie d'un écosystème. Piétiner des prairies permet aussi d'augmenter la biomasse qui sera produite. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui fait qu'on ne peut pas se dissocier de l'élevage animal. Mais c'est clair qu'il faut en consommer moins derrière ça. Et pour revenir sur les points de Mathéouche, aujourd'hui, tout ce Même qui si est... Pierre-Emmanuel Barré disait on ne peut pas tuer gentiment. J'ai pas entendu. Je disais, et même, j'allais dire, les élever autrement et différemment, même si Pierre-Emmanuel Barré me dirait on ne tue pas gentiment. C'est un oxymore. Oui, tout à fait. Mais il y a plusieurs approches, effectivement. La condition animale est assez importante. Aujourd'hui, les animaux ne peuvent pas être abattus à la ferme. Donc ils doivent être emmenés dans un abattoir, ils vont faire 50 km dans un camion pour être abattus, puis
la ferme qui va vendre sa viande va récupérer, refaire 50 km dans l'autre sens pour récupérer. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'abattre les animaux à la ferme. Mais on peut tout à fait élever complètement des animaux à l'herbe en prairie. Il faut juste accepter d'en mettre 2 à l'hectare. Donc on vous a dit qu'on en produit moins, mais à ce moment-là, on est sur des animaux qui auront vécu 3 ans à l'extérieur. Et ça fait partie de l'écosystème. Mais si on décide d'aller dans un végétarianisme pur, il faut abandonner tous les produits laitiers aussi. Ça fait partie du même cycle en fait. Oui, tout à fait. Et on verra bien ce que l'avenir nous dira en termes de culture. Mais on voit qu'il y a un gros chiffre d'idées, surtout dans les jeunes générations. On voit que le narratif change, quoi, et assez rapidement en plus. Et donc peut-être qu'on paraîtra pour des vieux Raph, gros beaufs. est-ce qu'on a des chiffres? Parce que tu dis que ça change chez les jeunes générations. C'est vrai que je vois pas mal de jeunes qui viennent de familles en plus ou qui n'ont pas été élevés par des parents végétariens ou véganes, qui à 12-13 ans, ont été sur YouTube, ont vu 5 vidéos de c'est quoi L214 ou autres, et qui deviennent végétariens, voire véganes. Est-ce qu'on a des chiffres de ça ou c'est un truc qui est complètement Alors, marginal? Et moi, il me j'en semble ai que j'en pas, vois beaucoup, mais c'est peut-être mon j'en ai prisme. pas, j'en ai pas sous la main. Ça aurait été une bonne idée. Mais oui, oui, il y a quand même une tendance qui se confirme et pas forcément. Alors, le chiffre radical n'est pas tellement dans ceux qui sont végétaliens ou végétariens, mais dans ceux qui sont concernés par le fait d'être carnivores ou omnivores et qui se disent il y a quand même quelque chose qui n'est pas cohérent entre mon éthique personnelle et la façon dont la viande est consommée et ce que ça a comme conséquence. Et donc, pendant des générations et générations, c'est quelque chose qui, je pense, les gens ne se posaient même pas la question. Et donc, voilà, ça, c'est déjà pour moi un changement de narratif assez rapide. Euh, c'est le Et il y a premier aussi, il y a aussi- ouais. mouvement avant le changement d'acte. Et il y a aussi beaucoup de vidéos qui circulent, donc ils savent se renseigner. On trouve tout sur YouTube, on peut avoir des animaux maltraités comme des choses qui se passent bien. Et donc c'est une génération qui commence bien à comprendre ce qui se passe. Et ils le font de manière consciente. Donc c'est plus un mythe qui est caché derrière. Comment est-ce qu'on fait d'où viennent les œufs, d'où vient la viande et tout ça. Ils le savent de plus en plus clairement, et s'il se passe des choses qui sont pas terribles, ils savent aller voir eux-mêmes les vidéos, donc il y a des choix qui peuvent se faire plus tôt, tandis qu'à notre époque, quand on était beaucoup plus jeune, je pense qu'on n'était pas du tout conscient de comment ça fonctionnait. Alors, il y a un autre truc qui, pour moi, à un moment, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet du Solion Green. Je Attends, sais pas si tu connais ça, toi, je vais Pascal. prendre directement Ah, le chat. Il y a Ludivine qui dit mon fils de 5 ans est devenu végétarien tout seul. Je pense que ça nous pend au nez pour toutes ces générations-là. oui, oui, clairement. 5 ans, Je, hein. je, je, C'est je- ma fille et mon fils, ils sont clairement carnivores, enfin omnivores, mais ils ont souvent des discussions sur le sujet, en fait. Tu vois que ça, c'est des sujets qu'ils abordent à l'école ou voire entre potes, parce que des parents sont végétariens, sans doute, enfin, parce que du coup, certains enfants aussi, voire véganes, enfin, voilà. Donc, on voit que c'est un débat qu'ils ont déjà beaucoup plus jeunes que nous. oui, oui. Et souvent, et je pense que là, c'est un vrai impact d'Internet. Parce que moi, je vois beaucoup de potes qui sont alors pas du tout végétariens et qui ne savent d'ailleurs pas comment nourrir leurs enfants. Donc c'est un truc où ils doivent tout d'un coup se renseigner comment nourrir un vegan, pas juste lui donner les légumes, tu vois, Ouais, ouais, tout à du fait. plat. Bien Et sûr, donc parce c'est que un c'est- parce que avant c'était des enfants qui étaient enfants de végétariens qui devenaient végétariens. Et là, tu en as vraiment beaucoup d'autres. Et donc là, 5 ans, c'est quand même ça, c'est fou quoi. Et il y a des familles ouais, mixtes, hein, il y a un peu de tout, hein, et même différents niveaux. Il y en a qui vont manger de la viande 1 fois par semaine, d'autres 0, et d'autres 3 fois. Dans la même famille, on retrouve même des repas avec 3 plats différents. ouais, clairement. Sorry, je toussais. Pas de souci. Et donc, voilà. Donc, euh, parce qu'il y a une autre révolution dont on parle assez peu dans le domaine des biotechnologies, parce qu'évidemment, déjà la manipulation génétique en agriculture, quelque part, c'est le plus vieux secteur qui fait de la manipulation génétique. Donc, à quel niveau des légumes génétiquement modifiés ou des plantes génétiquement modifiées, c'est vraiment très différent
d'un hybride qu'on fait rapidement. Donc ça, c'est un. Peut-être qu'on peut discuter là-dessus, mais voilà, quelqu'un, globalement, si on veut nourrir le monde, et je sais que t'es pas de cet avis-là, hein, mais c'est justement ça qui m'intéresse, c'est le débat là-dessus. Mais peut-être que c'est une solution pour aider les plantes à pousser dans des conditions climatiques difficiles. Et dans ces manipulations génétiques, il y a ce qu'on appelle la synthetic biology. Je sais pas si tu connais l'idée, c'est tu prends des cellules de quelque chose, tu le mets dans une usine de reproduction à cellules, une espèce d'organismes qui prennent la cellule et la copient à l'infini, et avec ça, tu crées quelque chose. Alors, tu peux prendre de la cellule de poulet, faire de la viande de poulet, tu peux prendre du fil d'araignée et produire de la soie d'araignée, ce qui se fait de plus en plus en industrie. Donc, on fait des vêtements en soie d'araignée, on fait des tissus pour avions, on fait des cockpits pour avions en soie d'araignée, mais ça sert aussi à l'alimentaire. Donc, on pourrait faire de la viande en production via la biologie synthétique et ce genre de choses. Donc voilà. Est-ce que tu connais un peu le secteur, Pascal? En fait, il y a deux problématiques. Donc là, on se rapproche de tout ce qui est biomimétisme. Mais il reste quand même un gros défaut à tout ce genre de technologie, c'est la partie énergétique. Donc si on se projette dans quelque chose de durable, sachant que la problématique sera pas seulement alimentaire, elle sera aussi énergétique, là on est dans des systèmes très énergivores, alors que la nature, par essence, est un système qui transforme à basse température et qui travaille vraiment avec des niveaux d'énergie très très bas. Et donc il s'est énormément recyclé ou réutilisé des molécules beaucoup plus complexes. Et nous, quand on travaille dans ces modèles-là, on part sur des systèmes très très basiques. On repart vraiment de la plus petite brique et on doit utiliser toute l'énergie pour reconstruire les briques plus complexes. Donc sûrement qu'on va arriver, j'ai déjà vu des exemples sur des vidéos de viande, mais avant d'arriver avec des volumes de production, je pense que les coûts vont être tels que ce ne sera pas jouable d'une certaine manière. Et limite, c'est peut-être plus une prouesse technologique, plus que vraiment un système qui pourra nous alimenter de manière durable. Parce que si on gère notre écosystème de manière plus durable, plus écosystémique, à ce moment-là, on peut avoir de l'abondance, mais on va devoir choisir ce que l'on produit. Et pour revenir sur ton autre point avec on va dire les transformations génétiques ou les organismes génétiquement modifiés au niveau de l'agriculture, c'est parce qu'on part d'un paradigme où on essaye d'avoir le légume ou le produit qui va se cultiver partout sur la terre. Et donc là, on part dans un parti pris qui est on réduit le nombre d'espèces pour justement pouvoir valoriser et on va dire de la recherche et du développement, alors qu'il y a des solutions qui existent déjà toutes faites dans la nature, ça s'appelle la biodiversité, et qu'en fait on va avoir une espèce qui va être valable à tel endroit, et 20 km plus loin ça va être une autre, et donc on va devoir réapprendre justement à multiplier les semences et les variétés, et sélectionner celles qui ont le plus de sens au niveau local et qui vont s'adapter. Et aujourd'hui, on a un peu choisi au niveau des espèces qui ont été sélectionnées au niveau global le plus petit dominateur commun, justement pour pouvoir rentabiliser les effets de développement, mais à chaque endroit, on aurait pu trouver quelque chose de plus rentable. Donc, il y a du maïs qui poussait... Le plus fragile dénominateur commun, en fait. Voilà, c'est ça. Et comme on est passé en monoculture, on est sur quelque chose qui est très très sensible à n'importe quelle attaque. On a perdu tous les avantages écosystémiques de culture multi-espèces. Donc il y a 100 ans, on ne mettait pas un type de blé dans un champ, il y avait 4, 5, 6 types de blé. Et l'agriculteur, quand il avait récolté, il allait prendre les plus beaux épis, il les gardait, il les ressemait l'année d'après. Donc lui-même faisait ses propres hybridations. Et tout ça, ça a disparu sur les 50 ou 100 dernières années en mettant justement des produits assez standardisés. Et on a perdu énormément en rendement à ce niveau-là. Ça a été compensé par le labour qui a en fait minéralisé pas mal le stock du sol, le stock de nourriture avait dans le sol a été utilisé là-dessus. Et puis en utilisant énormément de produits phytosanitaires. Et comme on va arriver à terme sur des problématiques énergétiques, les coûts, pour l'instant le pétrole est bas, mais à un moment donné ça va remonter, et ça va rendre justement l'agriculture impayable. Et il ne faut pas oublier que les 2 tiers de l'agriculture mondiale sont faits par des petits paysans qui nourrissent des petites communautés un peu partout dans le monde. Donc l'agriculture, comme on la conçoit ici en Europe, reste quelque chose qui est assez limité, qui est hyper rentable parce qu'on va mettre un homme sur 100, 200, 300, 400 hectares, ou parfois même plus, tandis que les pays qui font de l'agriculture non mécanisée nourrissent pas mal de monde, et avec des choses beaucoup plus diversifiées. On a même trouvé dans des peuplades encore assez autonomes, la variété alimentaire qu'ils ont faisait que leur microbiote, donc la partie
de leur estomac avec tout leurs bactéries qui permettent de digérer, de vivre, de produire même des vitamines. On produit nous-mêmes notre vitamine B12, avec des microbiotes 10 fois plus complexes que ceux d'un occidental, simplement par la diversité d'alimentation qu'ils ont. Je me permets d'intervenir. Tout à l'heure, tu parlais justement il y a 100 ans, l'agriculteur qui replantait, mais il y a quelques années, en tout cas, l'Europe avait décidé qu'on ne pouvait même plus planter ses propres graines, qu'il fallait les acheter. Ouais. Et Donc ils ont ça, fait marche arrière, non? ils ont fait marche arrière. Donc les semences de ferme peuvent se faire pour la ferme, et certains pays tolèrent que ça s'échange dans des coopératives, mais ils ne peuvent pas les commercialiser. Donc il y a le grand livre des semences que seules les grandes multinationales savent compléter. Mais des multinationales aussi ne mettent pas elles-mêmes leurs semences qu'elles ont développées pour éviter qu'elles soient copiées ou vendues à d'autres. Et donc ils vont trouver des supercheries justement pour pouvoir les planter elles-mêmes. D'accord. Ben, en tout cas, c'était quand même fou, ça, de se dire qu'on pouvait plus planter ses propres graines à un moment. Ben Oui, mais enfin, C'était pourquoi? Parce que c'est le débat sur la sécurité alimentaire, finalement. Parce que une des raisons, il disait, c'est que si tout le monde plante n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'on va manger. C'était ça un peu enfin, un des gros, une des grosses arnaques du ouais, discours. Oui, ouais. mais c'est la même chose pour à l'époque Creutzfeldt-Jakob et la viande contaminée. Les problématiques viennent principalement, donc personne n'a jamais été contaminé avant par des graines, ou alors un peu une datura à gauche à droite, mais il n'y a pas spécialement de problème sanitaire. C'est vraiment quelque chose qui permet de verrouiller un business. Et là, on est dans Mhm. une question beaucoup plus vaste qui est, on va dire, la privatisation du vivant. C'est la même chose que pouvoir breveter des parties d'ADN, breveter des semences. Là, on est sur quelque chose qui est assez vaste, et là, on est sur le débat entre bien commun ou les communs. À qui appartient la vie? Est-ce qu'on peut breveter la vie? Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu énormément de diversité. Alors qu'il existe 400 variétés de pommes de terre différentes, on n'en trouve que 3 dans les supermarchés. Des brocolis, je pense que vous avez jamais vu qu'un seul type de brocoli dans les supermarchés, alors qu'il y en a un choix gigantesque. Et c'est la même chose pour un peu tout. Les carottes, vous savez même pas quel est le type de carotte que vous achetez dans un magasin, c'est vous achetez une carotte. Moi, dans mon potager, j'ai 10 variétés de carottes différentes. On commence à voir dans des petits potagers des couleurs différentes, plein de choses. Mais toute cette biodiversité est quelque chose qui, nutritionnellement, a une vraie valeur ajoutée pour les gens. Mais aussi, d'un point de vue résilience, quelque chose de très important, et pouvoir cultiver des carottes qui ont du sens pour nous, qui ont du goût, au lieu d'avoir une carotte qui est juste bien verticale, qui pousse vite et qui résiste bien à l'arrachage. Mais après, le goût, on s'en passe, et c'est la même problématique par rapport aux tomates. Aujourd'hui, on mange, si on prend des tomates classiques à cette période, on a des tomates qui sont dures. En fait, c'est des tomates qui sont pas mûres. Elles sont devenues rouges, mais elles sont pas mûres parce qu'à un moment donné, il y a eu en Israël une hybridation involontaire qui a fait d'une tomate qu'elle n'a pas mûri. Et donc, en faisant des croisements, ils ont pu garder ce gène d'une tomate qui grandit, mais qui ne mûrit pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle reste dure. Ça veut dire qu'on peut la transporter facilement et qu'elle va rester 10 jours, 15 jours dans le frigo sans bouger. Tandis qu'une tomate normale, en 4 jours, elle va commencer à pourrir. Et donc, c'est tous ces choix-là qui sont plutôt des choix techniques d'un point de vue industrialisation qui ont été mis en avant, et beaucoup moins des choix de goût et encore moins de qualité nutritionnelle. Il y a pas mal Il y a un d'études chouette qui montrent que la bouquin, qualité... Oui, vas-y. il y a un chouette bouquin qui s'appelle Comment notre monde est devenu cheap, qui explique, c'est un des principes notamment que j'aborde dans mes conférences, le fait de faire le choix de design de rentabilité et de performance, ben, va effacer, puisque tu n'occupes pas le terrain des autres sujets, va progressivement effacer les bénéfices en nutriments, les bénéfices en goût, les bénéfices, et tu te retrouves avec des légumes qui goûtent plus rien, mais qui pourrissent plus, qui sont presque cubiques, tu n'as plus besoin de les emballer, tu peux les ranger. Oui. Et le pire, c'est que tous ces variétés se perdent. Il reste encore des associations en France. Il y a des cocopelli qui se battent. Il y a à gauche, à droite des jardiniers, des gens qui s'échangent des choses. Mais c'est en partie de l'illégal. Je crois que cocopelli, ils ont plus d'avocats que de jardiniers parce qu'ils doivent se défendre en permanence contre des attaques de fabricants de pesticides qui sont souvent les mêmes fabricants qui fabriquent les graines, les semences. Alors, je vais vous quitter dans quelques minutes. J'ai mon live après. Je me suis permis de partager un lien dans le chat. C'est un lien de l'écho qui est paru cette semaine. C'est notre agriculture est-elle en train de nous tuer? Et en fait, c'est pour parler de la pandémie actuelle
Et en fait, là-dedans, ce qui est pas mal expliqué, c'est que l'agriculture, comme elle est vécue maintenant, fait on a de plus en plus enfin, qu'il y a de la, allez, on a, hop, je recommence, fait qu'on déboise de plus en plus, enfin, on fait de plus en plus d'agriculture intensive, que les animaux sont de plus en plus chassés, se rapprochent de l'homme. Il y a pas mal de choses enfin, en tout cas, l'article était très intéressant, c'était de voir comment, euh, notre agriculture, comme on l'amène maintenant de manière hyper industrielle, amène à ce qu'il y ait de plus en plus ici une pandémie, mais même qu'il y ait des épidémies à gauche, à droite. Voilà, donc je l'avais lu il y a quelques jours, je le trouvais très intéressant, et donc je me suis permis de vous l'ajouter ici dans le Ah, bah, chat. écoute, merci Matt. Écoute, Merci. Et toi, tu reçois qui ce soir? alors aujourd'hui, je reçois Jérôme Ramaker, qui travaille comme consultant en communication pour le secteur culturel et non marchand. Et donc aujourd'hui, on va réfléchir à comment préparer l'après-confinement quand on est un acteur culturel. Parce que bon, bah là, il y a des secteurs qui vont, à mon avis, beaucoup moins bien se remettre du confinement que d'autres, et la culture, parce que eux, ils sont pas sortis de l'auberge, hein. Donc voilà, Non. c'est à 22 heures, juste après. Allez, sympa. Merci. Mais voilà. Merci Matt. À la revoyure. Mais oui, bonne continuation à vous. Aujourd'hui, j'étais pas très, mais Pascal était très intéressant, et je regarderai la fin du live après en replay, ce que vous pouvez L'alimentation, toujours faire. c'est un peu son truc, hein, donc forcément. Bah oui, oui, mais c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Allez, ciao, ciao les gens. Peut-être après, Ouais, salut, j'espère. hein. Eh ben, écoute. À bientôt, Mathéouche. Et donc voilà. Hop. Alors, donc, Il y avait un point que tu avais mentionné sur les fermes verticales, tout ce qui est plutôt agriculture urbaine aussi. ben oui, parce que, allez, après, on va le détailler, mais effectivement, pour aller dans l'espace éventuellement, et même par rapport à une Terre qui pourrait devenir de moins en moins habitable ou hostile, ce genre de choses pourrait être une solution pour vraiment des environnements bruts ou qui deviennent tordus, enfin impactés par des événements climatiques forts, par exemple. Ça pourrait être notre Si, dernier si, ressort. si on se met dans l'optique vraiment, on doit quitter la planète. Et c'est clair que c'est quelque chose à envisager parce que tout va devenir d'une certaine manière artificiel. On va devoir recréer un peu l'environnement dans lequel on est. Si on regarde plutôt nos écosystèmes à nous actuellement, ce genre de fermes déjà ne peuvent pas tout produire. Donc tout ce qu'on va appeler légumes, racines et tout ça ne peuvent pas être produits là-dedans. Le blé, la surface, donc il faut quelque chose qui soit très dense au niveau production, léger, qui réagit très bien à la photosynthèse avec des petites racines. Donc on va être dans de la salade, du mesclun, ce genre de produits-là, ou des tout petites pousses de légumes qui vont. Donc c'est vraiment quelque chose de pointe. On est dans le haut de gamme. Donc c'est un style d'agriculture. Et qui peut avoir plus de sens dans des très grosses agglomérations, 20 millions de personnes, je pense à Hong Kong ou des endroits comme ça. Si on parle de Bruxelles, au centre de Bruxelles, en moins de 10 km, on est dans les champs. Donc, entre renforcer des plafonds, alimenter des lampes LED pendant 24 heures sur 24, donc un besoin énergétique assez massif, plus amener des sols, parce que certains le font hors sol, mais on revient tout doucement à refaire ce genre de culture avec un vrai sol, ou en tout cas avec un sol avec une vraie vie bactérienne à l'intérieur, parce qu'on se rend compte qu'une partie des nutriments de la plante passe par des systèmes bactériens. Ça a moins de sens. Parce que justement, d'un point de vue coût, on a de la terre plate à profusion. Par contre, il faut travailler sur la qualité des sols. Donc, si on est au-delà de la première ceinture, en 5 km, on prend son vélo, on est dans les champs. Donc, c'est plus intéressant économiquement de prendre un camion qui va faire 5 km pour aller amener l'alimentation en centre-ville que de la produire vraiment en centre-ville. Tout à fait. Alors, j'ai Lutte qui pose la question, quid de la collapsologie et du retour à nos potagers? Alors, je vais essayer de déduire le rapport entre les deux. Donc j'imagine que, vu les chocs, voilà comment je le traduirais, hein. Vu les chocs à venir, que ce soit des pandémies ou des événements climatiques ou des chocs géopolitiques, donc tous les risques de choc, de stress sur le système,
qui est excessivement fragile. Est-ce que le retour à nos potagers est une solution? Alors évidemment, l'autonomie alimentaire, au plus elle est atomique, meilleure elle est. On pourrait voir des systèmes complexes d'algorithmes qui permettraient d'uberiser la production ou des choses comme ça. Mais évidemment, enfin, en tout cas, tu donneras ton avis après, Pascal. Mais pour moi, au plus local, au plus individuel, tu es autonome sur tes besoins de base, alimentation, eau, énergie, au mieux c'est. Et en fait, il faut faire une différence entre autonomie et autarcie. Je pense que l'autarcie n'est pas quelque chose qu'il faut absolument chercher. L'autonomie, par contre, c'est de pouvoir aussi avoir une certaine liberté, une certaine indépendance, et ça se travaille en réseau. Donc on ne doit pas tout produire soi-même, ça n'a pas vraiment de sens. Donc par contre, si on a clairement, et là c'est vraiment mon avis personnel, si on a la chance d'avoir un jardin, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des essences qui soient plutôt alimentaires que décoratifs. Et il y en a certains qui peuvent faire les deux. C'est pas gênant de planter un pommier au lieu de planter un arbre qui ferait juste décoratif. Planter des haies de laurier cerise, c'est pas tellement intéressant. Autant mettre des groseilliers ou d'autres choses. Donc, d'une certaine manière, on s'améliore un peu notre environnement en faisant ça. Et puis, rien n'empêche d'avoir un carré de potager. Et puis, finalement, si on s'y prend, si on met le doigt dedans, généralement, il va grandir petit à petit. Il faut toujours laisser de la place un peu pour que les enfants puissent jouer. Mais rien qu'avoir cette approche-là permet déjà d'avoir une ouverture d'esprit plus large par rapport au fonctionnement. Ça permet aussi de produire de manière plus largement. C'est même le patron de c'est Mullier, le patron d'Auchan, qui a dit qu'il conseille à tout le monde de refaire un potager s'ils en ont les moyens, parce que la bouffe qu'il produit n'est pas de qualité exceptionnelle. Donc oui, les potagers, à mon avis, c'est Il avait dit ça, parce que moi, je me rappelle de son article où il disait le futur de la nourriture, c'est que chaque citoyen aura son potager. Mais il avait dit ça parce qu'il produisait de la merde? Ou bien parce que... La qualité nutritionnelle de ce qui est vendu dans les magasins n'est pas suffisante. Ah oui. C'est un bel aveu de plantage quand même, ça, non? Oui, tout à fait. Et donc, si on a de la surface, autant qu'elle soit productive. Il y a d'autres débats qui sont pourquoi est-ce que dans les parcs, dans les villes, il n'y a aucun arbre fruitier? Le feedback qu'on me donne généralement, c'est qu'il faut nettoyer par terre au sol, mais si les gens prennent l'habitude de dire tiens, il y a des pommiers à Bruxelles, au parc Solvay, il y a des pommiers. Mais sinon, dans les rues et tout ça, on ne verra jamais d'arbres fruitiers. Des cerisiers, c'est quasiment impossible à voir aussi. Et donc, ça peut être vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus différent. Mais ça pourrait potentiellement générer des troubles. Ça, d'un coup, tu peux avoir une famille ou deux familles qui diraient, tu sais quoi, c'est mon pommier. Et des tensions ou des choses comme ça. Le problème dès que tu as une ressource, elle est potentiellement source de friction. Mais c'est vrai que si tu changes complètement l'approche urbaine, c'est-à-dire c'est pas en tapant 4 pommiers ou même 400 pommiers en ville qu'à mon avis tu vas trouver une solution. Ça va être sympa. Non, mais c'est déjà quelque chose. Et là, tu rentres dans le système des communs. Donc c'est une autogestion par la population en disant ça sert à rien d'enlever les pommes si elles sont pas mûres, donc personne ne touche aux pommes avant telle date. Là, on arrive vraiment dans une approche gestion des communs. Qui est quelque chose qui est encore qui existe, il y a des jardins partagés. Non, bien sûr, et je suis certain qu'il y a des endroits où c'est faisable, mais alors pour moi on arrive à un autre problème qu'est l'éducation, et sans dire tiens telle personne ou tel type de personnes sont responsables, est-ce que c'est les politiques, les citoyens, c'est plutôt une culture, c'est plutôt une cage sociale, c'est plutôt on s'en fout. Mais pour l'instant, quand tu vois comment les gens ont le sentiment de la citoyenneté et du vivre ensemble. Mais ça se construit, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à mon avis ça se construit. Mais c'est clair que ça peut amener des risques. À Saint-Gilles, pas loin de chez SP, d'ailleurs je pense que Denis nous écoute. Je ne sais pas s'il est toujours dedans parce que le système de chat est parfois pas très clair sur qui est dedans ou pas. Donc Denis, manifeste-toi si tu nous écoutes encore. Mais il y a plein de parties de trottoir avec des fleurs. Donc c'est pas du comestible, mais tu vois qu'ils ont fait tous les bas-côtés, les aménagements en béton pour éviter que les voitures se parquent.
tu vois qu'il y a des citoyens qui s'occupent de verdir les endroits, quoi. Ah, mais il y a des communes, il y a des initiatives qui s'appellent les incroyables comestibles, où les gens viennent planter au milieu des parterres des plants de courgettes ou quoi que ce soit, et les gens peuvent se servir. Donc c'est des initiatives qui commencent tout doucement à voir le jour. Mais moi je pense que finalement on n'avait aucun légume ou rien du tout dans les parcs et tout ça. C'était plutôt de nouveau le plus petit dénominateur commun pour éviter les problèmes. Que ce soit de nettoyage, que des gens qui viennent cueillir les pommes et pas d'autres et tout ça, c'était Mais, une question de facilité. Mais c'est quelque chose de généralisé. Je c'est pense ça. que 99% des arbres dans les parcs ne sont pas des arbres C'est fruitiers. un problème de fait de poule, hein. Parce que tu vois, Pilou Géorgie dit autogestion et population, vous y croyez vraiment? Effectivement, il y a les deux. Donc, il y a plein d'exemples qui peuvent nous prouver que ça fonctionne et plein d'exemples qui peuvent prouver que ça fonctionne pas du tout. Et je pense que si tu attends que les gens soient éduqués, ben, tu feras plus rien avant 30 ans et tu les auras découragés. Et si tu fais sans éduquer, tu vas te retrouver avec des projets plantés systématiquement par l'incivisme ou l'égoïsme des gens. Donc, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de formule magique et que ça dépend vraiment du lieu, du moment et très probablement aussi des personnes qui le font. Parce qu'à mon avis, des vrais projets citoyens, ça demande à un porteur de projet impliqué, qui est vraiment dedans et qui met son énergie, son amour et sa bienveillance. Parce que sinon, est-ce qu'on est toujours live? Oui, on est toujours live. C'est juste mon browser qui a planté. Sorry. Hop, voilà. Donc, on reprend. Sorry, mais j'ai cru qu'à un moment, le feed nous avait lâché. Alors, un autre point que je voulais aborder, c'est le Solian Green. Donc, parce que ça, c'est dans le débat. Donc, je comprends très bien le point et je le partage assez bien. C'est pas être contre le food high-tech, c'est qu'aujourd'hui, le food high-tech n'est pas rentable, n'est pas diversifié assez, enfin, pas rentable. Je veux dire, par rapport à ce que la nature consomme comme énergie, c'est débile d'aller en dépenser 15 fois plus ou 1000 fois plus ou infini fois plus pour faire quelque chose. Mais si on regarde l'approche du Solian Green, c'est l'approche inverse. Donc, le mec essaye de trouver n'importe quelle façon de capturer des nutriments, des protéines, des sucres, enfin bref, tout ce que le corps a besoin pour vivre et se développer sainement. Et il en fait une espèce de milkshake. Et le but, vraiment, c'est d'avoir cette somme, cette espèce d'addition mathématique de qu'est-ce qui permet à un homme de survivre et de se développer au niveau alimentaire pour le moins d'énergie possible. Donc, voilà. Et le mec a eu l'ironie d'appeler ça Solian Green, comme la référence au soleil vert, où les gens crèvent de faim, manifestent, et puis ils reçoivent des petits soleils verts qui sont en fait les gens qui manifestent parce qu'ils ont faim. Je ne sais pas si tu connaissais, un, la référence de science-fiction, et deux, le produit alimentaire. En fait, j'ai pas compris ton intro parce que le son n'est pas passé. J'ai vraiment eu les deux derniers mots. Alors, donc, est-ce que tu connais Solian Green? Non, je ne connais pas. Alors, Solian Green, je vais essayer de trouver donc le site food. Attends, parce que évidemment, d'abord le premier Solian Green, et ça je vais essayer d'aller hop, ici un petit instant. Je vais vous montrer le but. Voilà. Tac. Et alors Pascal, petit instant. Voilà. Alors, Pascal, je vais te faire disparaître de l'écran un instant et moi avec. Je vais partager mon écran. Voilà, donc le premier truc, c'est ce film-là avec Charlton Heston, c'est vous dire.
Ah ouais. Donc, bref, on va pas non plus s'étendre 2 heures, mais en gros, c'est un film qui parle d'émeutes de la faim, sur lequel, en gros, les gens servent de bouffe en fait à la fin. C'est vraiment tout un débat là-dessus. Mais à côté de ça, il y a le Soylent Green Food, voilà. Et voilà, c'est ce gars-là. Je vais essayer de voir si j'ai pas plutôt un site pour montrer un peu le produit. Mais en gros, l'objectif de ce truc, Jack Food, voilà. Ah non, solien.com. Voilà. Donc c'est une espèce de boisson, un smoothie, soupe, enfin, parce que tu peux. Et le but c'est de consommer soit en poudre avec de l'eau, soit directement en drink. Et l'idée c'est d'avoir tous tes apports caloriques avec un goût artificiel, peu importe lequel, pour le moins cher possible. Enfin, en termes la plus petite quantité d'énergie possible. Voilà, ça c'est l'idée. T'avais jamais entendu? Non, mais ça m'étonne pas que ça existe. Et donc, néanmoins, alors, je trouve ça, le concept en soi est abominable selon mes critères, parce qu'évidemment, la nourriture, c'est aussi plaisir, enfin, mais intellectuellement, la démarche fait super sens. Mais il a dû la fabriquer à partir de quelque chose. Donc, Il a dû. ces protéines qui sont dedans, ces sels minéraux, ces acides aminés et tout ça, euh, a priori, viennent d'agriculture. Donc, il y a tout un schéma sans doute marketing. Là, je vois, je connais pas ce truc-là, hein, mais sur un schéma marketing qui fait que ça peut intéresser une série de personnes d'avoir quelque chose d'hyper concentré qui prend 2 minutes et on ne doit pas se casser la tête à aller faire 1 heure de course par jour pour aller trouver les produits à gauche et à droite et on ne perd pas une demi-heure à cuisiner et une autre demi-heure à manger. Donc c'est peut-être une solution pour une série de personnes. Effectivement, on perd toute la partie sociale qui se tourne autour de l'alimentation. Et d'un point de vue énergétique, à mon avis, ça doit être aussi assez lourd. Donc, de toute façon, toi, ton point CQFD est toujours le même. C'est tu dis, tu peux pas tester entre la nature et ce qu'elle est capable de produire à basse énergie et le reste, t'es toujours perdant, quoi. Oh, et c'est ça. Et en fait, on peut plus non plus séparer l'alimentation d'autres domaines. On doit vraiment maintenant avoir une approche holistique parce qu'on arrive dans un monde contraint. Donc les ressources vont être limitées à un moment ou à un autre. Et donc l'alimentation rentre dans le jeu. Au même titre que l'énergie, au même titre que d'autres domaines. Et là-dedans, la nature elle-même vaut mieux l'accompagner qu'essayer d'aller contre. Et aujourd'hui, toutes les techniques qu'on a sont des techniques très énergivores, qui utilisent en général la température, donc pour faire beaucoup de choses, alors que la nature justement peut recréer tout ça à froid, entre guillemets, et nous apporte toute l'énergie. La plupart de l'énergie vient du soleil en général, à travers différents modes. Mais tout vient de là. Donc commencer à recréer des trucs par soi-même, d'un point de vue énergétique, c'est pas l'idéal. Après, ce sont des choix que l'on fait. On décide, on va dire, le quota à terme d'énergie qu'on aura droit. On l'utilise à faire une chose ou autre chose. Ce sont des choix. Mais je pense que dans l'alimentation, il y a moyen justement d'être très très économe en énergie et de valoriser justement les approches sociales, environnementales, le goût et beaucoup de plaisir aujourd'hui qui font partie intégrante de l'être humain. Ouais, ouais, ouais. Alors, parce qu'il est déjà quand même 22h05, euh, et je voudrais quand même qu'on aille voir donc dans ces scénarios produits par le Forum économique mondial. Moi, j'aime en général assez bien ce qu'ils font, en tout cas dans ces domaines-là. Euh, et donc voilà, donc en gros, en future thinking, on fonctionne en créant des scénarios. Donc globalement, on imagine un certain nombre de futurs dont on sait qu'ils sont tous faux par définition, mais c'est une sorte d'archétype de futur.
un peu comme en marketing, on utilise les personas, qui sont une sorte d'archétype de client. Eh bien là, on va imaginer différents futurs et voir comment ça pourrait impacter ou pas un secteur, une entreprise, un pays, peu importe, ça dépend toujours de la question. Quels sont les signes qui permettent d'observer si on va dans une direction ou dans une autre, et quels sont les gains ou les problèmes ou les menaces si on va dans un futur ou dans un autre. Alors, ici, il s'agit donc du futur de l'alimentation, et ils ont défini toute une série de paramètres qui sont des paramètres fixes, des conditions. Je ne sais pas si je les ai indiquées ici, non, mais voilà, bref. Et ils ont identifié les 2 axes d'incertitude les plus impactants. Et les 2 axes les plus impactants, c'est la façon dont la demande se développe. Donc, est-ce qu'on continue à être ressource intensif au niveau de la consommation, ou est-ce qu'on commence à être ressource efficient? Donc, est-ce qu'on crée de l'agriculture régénérative, ou peu importe? Ça pourrait être de nouvelles énergies, ça pourrait être peu importe. En fait, est-ce que tout d'un coup, on se soucie de savoir si on arrive à avoir de quoi produire continuellement sans abîmer le système? Donc ça, c'est un des axes. On gère pas. Et le deuxième axe, c'est le high connectivity. Donc, est-ce qu'on est dans un monde qui est encore globalisé, connecté, qui interagit, ou est-ce qu'on est dans un monde qui est refermé sur lui-même? Alors, ce qui est marrant, c'est que ce scénario a quand même déjà quelques années, et pourtant, et à l'époque plutôt, je trouvais ça relativement peu concevable. Un monde où il y aurait plus l'internet, où les frontières seraient fermées, et aujourd'hui c'est assez simple à concevoir et imaginer en fait. Tu dis ah oui, c'est assez simple. Ouais. Il suffit d'un petit virus et les frontières sont fermées et on n'a plus un monde connecté. Donc, Et c'est là que la partie connectivité est intéressante parce qu'on est parti dans un mode hyper spécialisé. Donc qui demande une connectivité, sinon on ne sait pas on ne sait pas, on va dire, remplir les besoins des gens. Et c'est effectivement, comme tu le dis, les frontières se ferment, donc cette connectivité, elle se réduit de facto. Donc la solution ne va pas trop dans cette direction-là, elle va en tout cas dans une réduction de la connectivité sans avoir zéro connectivité. En tout cas, les indices montrent qu'on est potentiellement sujet à des réductions de connectivité, notamment avec les coûts de l'énergie, notamment avec plein de choses. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on a un basculement soudain, c'est aussi un problème. Parce que quand on passe d'une situation high connectivity à low connectivity, on n'a pas les bons légumes, on n'a peut-être pas assez de sol, on n'a peut-être pas assez de ressources locales pour produire les choses. On n'a pas les bonnes machines ou pas les bonnes techniques ou pas les bonnes compétences. On n'a pas l'industrie forcément pour faire la transformation si c'est nécessaire. Effectivement, c'est assez. Et donc, quand on voit ces flèches-là, on aurait très tendance à, on va dire, il y a une dizaine, quinzaine d'années, à aller tout en haut. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi haut, on n'est pas en bas, parce qu'il faut quand même une certaine connectivité. Mais oui, la solution se terminerait un peu entre les deux. De toute façon, le futur sera très probablement un mélange des quatre. Hein. Mais moi, j'ai tendance à croire qu'aujourd'hui, effectivement, s'il y a des scénarios qui devaient s'allumer à court terme, c'est plutôt les deux du bas. En espérant qu'on se concentre progressivement vers ceux de la droite et puis celui en haut à droite, quoi. Ça, ce serait le top du top, évidemment. Et en fait, pour nous, le fait qu'il y ait moins de connectivité, ça va être aussi une connectivité énergétique. On est très dépendant de l'extérieur, donc on est plutôt vers la droite que vers la gauche. Peut-être que avant, je ne sais parce que je sais pas si dans le chat, je vois pas beaucoup de questions depuis un moment et je sais pas si les choses sont lisibles. Envisager une nourriture purement synthétique, ça c'est une question. Cela remplace un repas ou c'est complètement alimentaire? Non, ça remplace un repas. Donc c'est le Soylent Green, pardon, j'avais pas vu le chat depuis un moment. C'est quelque chose qui est censé être un substitut complet à l'alimentation. Donc le but c'est de ne plus se nourrir du tout que de Soylent Green. Et est-ce qu'on pourrait pas envisager une nourriture purement synthétique? Alors,
Oui, on peut l'envisager, comme notamment les projets d'imprimante 3D pour dans les vaisseaux spatiaux et les longs vols. Mais comme dit Pascal, et ça, je crois que sa loi mathématique, elle est un peu, c'est un peu un as de pique, quoi. C'est quand il la sort à bataille, il gagne à tous les coups. C'est le rapport énergétique. C'est que la nature, pour l'instant, est ce qu'est le plus low cost au niveau énergie. Si après tu veux faire bouffer des astronautes pendant 20 ans dans l'espace pour un vol, je sais pas moi, pour aller à Proxima du Centaure, le jour où on aura des trucs vraiment rapides, mais qu'il faudra quand même encore 4, 5 ou 10 ans, on n'aura pas le choix. Il faudra trouver des choses comme ça, ou des fermes verticales, ou des mélanges de tout. Mais bon, voilà, pardon. Du coup, je me suis un peu... on était sur quel sujet avant de partir? Oui, Sur les donc, quatre cadrans. je disais, tout à fait. Peut-être, je ne sais pas si c'est très clair dans le chat, les 4 scénarios. Donc, il y a bien ces 2 axes. Et dans un monde où la consommation est intensive et le monde hautement connecté, on est dans le scénario qui est appelé consommation non contrôlée. Et donc, c'est exactement ce qu'on a maintenant. Ça veut dire un monde qui épuise ses ressources à toute allure. On change de marché en fonction des opportunités et le consommateur s'en fout un peu du moment qu'il a de quoi prendre ce qu'il veut quand il veut dans son rayon au supermarché. Et l'exemple, j'ai un Et c'est exemple vraiment... hyper frappant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de déboiser que de bien cultiver le sol. Ça veut dire qu'en 5 ans, on va détruire le sol et puis on va juste déboiser plus loin pour replanter parce que le sol a été complètement tué. Tout à fait, ce qui est complètement dingue, évidemment. Et évidemment, le gros point faible de ce point-là, c'est qu'il nous rend de moins en moins résilients et qu'il crée un problème, puisqu'il détruit notre habitat. Alors, en dessous, on a donc une demande des ressources non contrôlées, consommation intensive des ressources. Pardon, c'est mon chien qui dit qu'il doit se recharger le collier. Désolé. Et donc en dessous, on a un monde qui consomme intensivement, mais avec peu de connectivité. Et donc là, le nom du scénario, c'est Survival of the Richest. Ça veut dire que globalement, si tu as de la bouffe localement, dans ta maison, dans ton jardin, dans ta communauté, dans ton pays, en fonction de la zone, tu vas bouffer. Et si tu n'en as pas, tu boufferas pas. Enfin, il y a peut-être ce qui est en train de nous arriver à court terme avec ce repli des frontières soudain, c'est local is the new global. Ça veut dire que là, c'est plus géographique que social en fonction de qui a accès à la nourriture. Et enfin, c'est l'open source sustainability avec justement de l'économie de la connaissance, des échanges, de l'innovation, mais dans le sens de la nature. Voilà, ça c'est les 4 grands scénarios. Et donc il y a en haut à gauche unchecked consumption, en bas à gauche survival of the richest, et à droite les scénarios plus positifs avec open source sustainability et local is the new global, qui est plus positif. Ok. Voilà, comme ça les gens figurent, parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est correctement lisible ou pas sur leur écran. Voilà, on peut reprendre le débat sur le scénario. Oui, donc comme on parlait, la partie connectivité, c'est clair que elle est en train de descendre. En tout cas, les gens commencent à comprendre qu'elle est en train de descendre. Et au niveau des ressources, c'est la même histoire. C'est que aujourd'hui, c'est le système économique classique considérait les ressources comme étant illimitées. Maintenant, tout le monde comprend bien qu'elles sont limitées, qu'il faut intégrer ça dans les modèles économiques. Et donc, on va clairement vers la droite. Donc voilà, on est plutôt idéalement sur les 2 scénarios de droite. Et au niveau connectivité, on va devoir trouver un juste équilibre. Parce qu'une certaine spécialisation est quand même intéressante d'un point de vue rendement, mais aller trop loin, c'est prendre des gros risques au niveau de la résilience. Et comme on a dit au début aujourd'hui, si on est prêt à manger du maïs toute l'année, il n'y a pas de souci. Mais changer les cultures, ça se fait pas non plus en 1 an ou 2 ans. C'est quelque chose qui doit se prévoir un peu plus longtemps à l'avance. Et puis il y a toute la partie stockage, transformation qui est dépendant de certains investissements qui n'ont pas été faits pour l'instant. Et c'est là qu'une approche résiliente et globale au niveau d'un pays est très importante. Avoir des partenariats forts avec d'autres où on est sûr que le jour où il y a un problème, les frontières ne se ferment pas. Toutes ces choses-là doivent être mises en place pour justement devenir résilient au niveau alimentaire. Et au tout début de la discussion, tu parlais d'un risque ou d'un problème au niveau alimentaire mondial. C'est clairement des risques existants et
qu'on ne doit pas croire qu'ils peuvent se passer qu'à l'autre bout de la planète. Nous-mêmes, on peut en être victime, même de par nos voisins. Tout à fait. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur la question de Lude, qui est, je pense que tant que tu n'as pas la garantie que ton système, ton gouvernement ou autre prend des mesures de résilience, bah, quelque part, c'est ta responsabilité individuelle de dire, OK, en fait, jusqu'où je peux compter sur la résilience du système dans lequel je suis et quels sont les risques que je suis prêt à assumer ou que j'ai les moyens d'assumer. Et si on revient sur le point des jardins et des potagers, c'est clair que ça participe à la résilience. Ça veut dire que toute personne contribue à la résilience de sa communauté ou de son pays en cultivant quand même quelque chose dans son jardin et en adaptant les essences qui s'y trouvent. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Mais on voit déjà de plus en plus, je crois les sites de semaille.com, donc vente de graines en Belgique, c'est un petit producteur de graines mais qui importe aussi d'Allemagne. C'est 3 semaines pour se faire livrer les semences. C'est déjà problématique de ne pas avoir de vrais producteurs de semences en région wallonne en tout cas. Même en Belgique, je pense qu'il y en a pas énormément. On a un gros producteur de plants de Coster juste au nord de Bruxelles qui alimente quasiment toute la Belgique. Mais la résilience, c'est pas uniquement produire, c'est aussi pouvoir gérer la chaîne de bout en bout. Donc, il faut pouvoir gérer la chaîne au niveau des semences. C'est comme si on revient sur le coronavirus, c'est bien beau de faire des masques, mais si on ne gère pas les matières premières, ben on aura des machines, mais on n'aura pas de matières premières à mettre sur les machines. On est d'accord. Alors, Pido Georgie qui dit « Moi j'aurais mis les scénarios positifs plutôt à gauche, mais je ne veux pas orienter le débat vers la politique, ce que vous arrivez à éviter à faire jusqu'à présent. » Oui, ben, de toute façon, pour donner un avis politique sans rentrer dedans, je pense qu'aujourd'hui, gauche-droite, ça n'a plus de sens. Il y a des idées qui doivent être prises des deux côtés. Je pense que l'excès nuit en tout. Et donc, aujourd'hui, on est clairement face à une maladie du néolibéralisme. Et évidemment, ce qui est très rigolo, c'est de voir que les néolibéraux disent OK, en fait, pour traiter la solution, on va rajouter un peu de néolibéralisme parce que ça va fixer le néolibéralisme. Et donc ça, c'est évidemment très, très, très rigolo. Mais voilà, je pense que de toute façon, aujourd'hui, politiquement, il faut privilégier la liberté et les moyens sociaux. Enfin voilà, je pense que la politique traditionnelle n'a vraiment plus aucun sens aujourd'hui. Et je pense que des sujets comme alimentation locale et tout, c'est vraiment accepté de manière générale. Mais de là à rentrer dans des plans d'action concrets, c'est autre chose. Donc on parle beaucoup de ceinture alimentaire à gauche, à droite, on va allouer une personne temps plein pour gérer ça. Mais derrière, il faut vraiment rentrer dans le concret. Et le concret est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Je pense personnellement, hein, et quand je vois les conclusions des scénarios du World Economic Forum, il y en a tout plein. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils arrivent sur le fait qu'il faut prendre de nouvelles et des initiatives, des policies, des réglementations courageuses, hein, bold, couillues. Et ça ne se fera pas sans un contre-pouvoir citoyen. Et quand je dis contre-pouvoir citoyen, de nouveau, je pense ni à gauche ni à droite. Je pense que c'est un contre-pouvoir qui doit être les deux. Il doit être libéral et il doit penser à l'ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, simplement, voilà, il faut rééquilibrer les forces. Dans un organisme, quand il y a une cellule qui se développe trop vite, on appelle ça un cancer. Aujourd'hui, il y a des institutions et des personnes, enfin, quand je dis des organisations et des personnes qui ont beaucoup trop de poids, qu'on soit de gauche ou de droite. Voilà, c'est un constat et ça plie les règles du jeu. Et quand les règles du jeu ne fonctionnent pas, ben voilà, on part dans une direction qui est complètement toxique. Donc, il va falloir un contre-pouvoir citoyen. Je pense que c'est la seule option pour arriver à faire les choses assez vite et assez fort. Et puis, c'est pas des petites choses, ça, c'est des très gros volumes. Si on veut des transitions concrètes en agriculture, il faut transformer la moitié de l'agriculture en 10 ans. Donc, c'est vraiment des choses assez massives qui vont devoir avoir lieu. Et pour ça, il va falloir aider les agriculteurs de manière massive. Quand on voit ici ce qu'on va gâcher dans la production de pommes de terre cette année simplement à cause du coronavirus, j'ose même pas, j'ai pas calculé le chiffre, mais c'est quelque chose d'hors norme. On détruit les plants actuellement pour éviter de planter. Parce qu'on est parti sur des modes de production gigantesques et parce que la pomme de terre, c'est la Belgique. On a Jean qui nous dit bonjour. J'ai pas entendu. Je dis Jean nous dit bonjour. Okay. Je pense que c'est mon premier troll.
Voilà. Donc tu peux Oui. reprendre, hein. Je t'en prie. Et donc ces choix vont coûter très cher aussi à toute à tout notre écosystème. Ici maintenant, un autre problème qu'on a avec le coronavirus, c'est que la plupart de l'agriculture est dépendante pas d'intérimaires, mais de saisonniers étrangers. Ils ne viendront pas. Donc on a toute une partie des cultures à risque, que ce soit les asperges, que ce sont plus tard on aura les haricots. Maintenant on a aussi les fraises qui sont à risque. Et donc là il y a eu une décision qui a été prise que pour les personnes qui sont en chômage technique, elles peuvent aller travailler justement en tant que saisonniers sans perdre aucun droit. Ça permettra peut-être à des gens de se dire tiens mais finalement ça peut être un truc sympa de faire de temps en temps pendant l'année, mais on va devoir remettre des gens dans les champs et on va devoir tout doucement aussi limiter le nombre de travailleurs saisonniers qui vont arriver de l'étranger parce que c'est comme cette année c'est pas garanti qu'ils seront là. L'année prochaine est-ce qu'on aura le même problème? Et pour toutes ces cultures-là, on a besoin de mains, on a besoin de personnes. Et en France, c'est 200 000 personnes qui vont manquer dans l'agriculture pour la haute saison. Ouais, donc on risque d'avoir de la nourriture à même le sol qu'on ne sera pas capable de ramasser et de manger. Ce serait Oui, un paradoxe quand même. oui. Et puis on a énormément de gaspillage. On a avec tous les problèmes aux frontières, les gens qui bloquent les containers avec de la nourriture, les trucs sont en train de pourrir dans les containers. Donc on va avoir un gros gaspillage. Et c'est là qu'il y a eu des annonces au niveau global. L'OMS, la FAO et tout, on dit faites attention avec le Covid-19. Il y a un vrai risque de problème alimentaire au niveau mondial parce que toutes ces nourritures ne circulent plus. Parce qu'on avait un système très organisé en réseau avec des productions, on va dire, internationalisées. On a des pays comme, le nom ne me vient plus, mais qui produisent uniquement du café, mais ils n'en consomment pas. Par contre, ils doivent importer du riz parce qu'ils n'en produisent pas ou ils n'en produisent plus. Et donc ces problématiques-là, ça veut dire qu'ils sont pas résilients. Le jour où il y a un problème pour exporter leur café, ils vont pas le manger. Et donc ils ont besoin de produire des cultures beaucoup plus locales. Après, ils peuvent faire une partie en café pour l'exporter, mais ce n'est pas leur intérêt, parce que le jour où tout se bloque, eh ben, ils peuvent juste manger du café. Et la production de biomasse de café à l'hectare, c'est quelque chose qui est vraiment très très petit. Sur la plante de café, on n'utilise que 1% de la plante, tout le reste est jeté. Donc d'un point de vue rentabilité alimentaire, c'est une catastrophe et ces gens ne produisent que du café. Et donc on doit permettre à tous ces pays d'être plus résilients en produisant quelque chose qui a plus de sens, un, d'un point de vue botanique pour avoir des variétés qui poussent vraiment au niveau local, deux, par rapport à leur alimentation locale, éviter de commencer à transporter des trucs à gauche à droite parce que le jour où tout se bloque, ben, finalement on risque de créer vraiment des famines dans certains pays. Ouais, ça c'est un vrai risque et voilà, on voit que le système aujourd'hui est super fragilisé et qu'en fait il tient pas à grand chose, hein. Et puis derrière, ce qui va se passer, c'est que certaines multinationales vont juste dire, ben, on n'a pas vendu assez d'œufs de Pâques en chocolat, du coup il y a un surstock de fèves de cacao, donc pendant 6 mois on n'achète plus de fèves de cacao dans ces pays-là, et puis il n'y a plus aucun revenu qui rentre dans ces pays-là parce qu'ils dépendent uniquement des fèves de cacao. Et ce sont des vrais problèmes qui nous, on se dit tiens, on est en confinement, finalement il n'y a plus de chasse aux œufs, hein, on peut courir dans tous les sens, donc on achète moins de chocolat, mais derrière ça a un vrai impact négatif sur toutes les populations. Clairement. Clairement. Eh ben, écoute, je pense qu'on arrive doucement au bout du live, sauf s'il y a des questions encore dans le chat. Moi j'ai mon pain Non. qui est fini, mon pain il est cuit. Ah ben voilà, c'était le temps d'une cuisson de pain. Et donc super. Eh ben, salut à tous. Donc la semaine prochaine, on parlera futur et raison d'être, la suite. On aura de nouveau Stéphane comme invité. Et alors, voilà, je vais mettre ici la suite et le programme. La semaine d'après, je dois encore le confirmer, mais a priori, on aura le CIO de l'agence Mirum Belgique et on parlera économie de l'attention et publicité à l'ère du numérique. Et le 5 mai, je vous en dis pas plus, mais ce sera Cygne noir et Rhino gris. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que
On se verra mardi prochain et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.